Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Classe Affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, vous le savez, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, mon complice Alain Denisot, bonjour. Bonjour Christophe. Tout va bien ? Très bien. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert aujourd'hui dans votre chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de la place des femmes dans l'économie, dans le monde du travail. Et puis une question d'un internaute. Les prêts participatifs annoncés par l'État dans le cadre du plan de relance. Ce sera dans la deuxième partie. La question de l'internaute. Notre dossier vous présentera le COMEX 40 du MEDEF, un comité d'experts. Enfin presque, un comité exécutif. Tous sont âgés de moins de 40 ans, histoire de porter un regard neuf sur les grands enjeux des chefs d'entreprise. Et puis focus sur le Fantin-Latour à Grenoble. Le restaurant vient de recevoir sa première étoile au Michelin dans une conjoncture bien particulière. Cette précieuse distinction vient couronner 14 ans d'efforts du chef Stéphane Froidevaux. C'est un exceptionnel coup de projecteur, mais aussi une pression supplémentaire. Il sera avec nous. Voilà pour le sommaire. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Alors chaque année, le 8 mars, c'est traditionnellement la journée internationale des femmes, l'occasion de faire le point sur les avancées de la condition féminine dans bien des domaines. Alain, vous avez choisi ce thème particulier pour votre chronique sur la place des femmes dans l'économie. Une place qui a d'ailleurs bien progressé ces dernières décennies. Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est un thème qui me tient à cœur, parce que je pense que la richesse de l'entreprise se fait avec les femmes et les hommes, et il y a une très grande complémentarité des regards, et c'est important d'associer tous les potentiels, tous les talents que nous avons dans notre pays, dans notre région. Oui, la place des femmes a quand même beaucoup changé en une grosse génération. En 35 ans, pour citer un chiffre, la proportion des femmes cadres ou professions intellectuelles supérieures a doublé. On est passé à 42% de femmes cadres dans l'économie, sachant que le nombre de cadres a triplé. Donc il y a 6 fois plus de femmes cadres ou professions intellectuelles dans notre économie qu'il y a 35 ans, donc une grosse génération. Un regard moins positif, le chômage. Le chômage pour les femmes et pour les hommes est à peu près identique à fin 2020, environ plus de 9%. En revanche, concernant, on va dire, les secteurs d'activité, les femmes sont beaucoup plus dans le tertiaire, dans l'économie de service. Alors la santé, l'enseignement, l'hébergement médico-social, l'accompagnement, le conseil. Et les femmes sont à 90%, presque à 90% dans ces professions-là. Les hommes n'étant qu'à 66% dans ce type de profession. Il reste pour autant des points de progrès, puisque à niveau de compétences et d'emploi égal, les femmes sont rémunérées 9% moins cher que les hommes. Encore, tout à fait. Alors, ça dépend des métiers, ça dépend des parcours, mais il y a toujours cet écart. Et puis il y a toujours l'écart qui existe sur les hauts revenus, où là l'écart est encore plus important, puisqu'en fait les femmes ont encore des difficultés à accéder aux postes de grande responsabilité. Et je pense que c'est un axe de progrès que nous devons porter ensemble. Sur toutes ces questions, on a une photographie assez précise parce que l'État a mis en place un outil très concret, c'est l'index de l'égalité professionnelle homme-femme. Tout à fait. Alors l'État a mis en place toute une série de mesures pour tendre vers cette égalité. Il y a d'abord la loi Copé-Zimmermann, dont on parlera ensuite. Mais il y a donc cet index qui est produit chaque année, qui doit être publié, et spécifiquement le 1er mars, qui mesure sur 4 ou 5 indicateurs, finalement, la parité dans l'entreprise. Alors, je vais vous citer les indicateurs qui sont retenus. Alors, c'est pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Oui, plus de 50 salariés, et puis 4 indicateurs pour moins de 250 et 5 indicateurs pour plus de 250. L'index se mesure sur 100 points. La quote-part principale en termes de points, pour 40 points, c'est l'écart de rémunération entre les sexes, femmes-hommes, l'écart de répartition des augmentations individuelles, l'écart de répartition des promotions, et celui-ci pour les entreprises de plus de 250 salariés, le nombre de salariés augmenté à leur retour de congé maternité.
donc que le congé maternité ne soit pas une zone blanche, en quelque sorte, dans le parcours professionnel. Et puis la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Et c'est souvent là que les entreprises trébuchent, on va dire, puisque les plus hautes rémunérations sont souvent pour les hommes, allouées aux hommes et les postes tenus par des hommes. Et cet indicateur, globalement, est malgré tout respecté, mais s'il n'atteint pas 75 points, donc 75% de la note maximum, il peut donner lieu à des pénalités, à des sanctions, s'il n'y a pas de plan de correction. Si on regarde la moyenne des résultats sur l'édition de 2020, donc celle qui a été publiée il y a tout juste un an, pour les grandes entreprises, plus de 1000 salariés, le score est de 87 points. Ouais. Pour les entreprises intermédiaires, 250 à 1000 salariés, 85 points, avec une progression, puisqu'on est à 82 points en 2019, et 83 points pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Donc on voit qu'on a quand même une moyenne de 85 points qui est relativement satisfaisante. Mais je pense qu'on peut vraiment mieux faire, comme le font certaines entreprises. Alors les choses évoluent, on le voit bien. Mais quid de la place des femmes dans les instances dirigeantes de l'entreprise ? Les instances dirigeantes. Il y a une loi qui a été promulguée, la loi dite Copé-Zimmermann, de deux parlementaires. On aurait pu dire Zimmermann-Copé, puisque Madame Zimmermann est une femme. Et s'agissant d'une loi qui visait à la parité dans les instances délibérantes, donc dans les conseils d'administration. Donc cette loi fixe le principe qu'il doit y avoir 40% de personnes d'un sexe ou de l'autre, à minima, dans les instances de gouvernante type conseil d'administration, conseil de surveillance. Donc c'est principalement une recherche de 40% de femmes. Aujourd'hui, toutes les sociétés du SBF 120 répondent à ce critère, puisque 46% des administrateurs sont administratrices dans le SBF 120. Bon, pour une raison assez problématique, c'est que si ce ratio n'est pas respecté, j'aime pas le terme de quota, les champs de présence sont suspendus. Donc c'est en général un bon stimuli. C'est mieux que dans les autres pays. Je pense que la loi a beaucoup aidé. Si on compare aux autres pays, on va dire, du centre de l'Europe, le Royaume-Uni et l'Italie font 36 et 37% de femmes dans les conseils d'administration. 10 points de moins. 10 points de moins. L'Espagne 31 et la Suisse 27. Voilà, la Suisse qui est très proche 27. En revanche, je le disais tout à l'heure, dans les instances exécutives, donc les comités de direction générale, les comités exécutifs, les postes de hauts dirigeants, c'est beaucoup moins vrai, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 10 femmes qui dirigent une société du SBF 120, donc 10 sur 120, donc c'est peu. Et il y a environ 20% des femmes qui font partie des comités de direction générale ou des comités exécutifs de ce même SBF. Donc on a encore cette deuxième expression du plafond de verre pour les postes à haute responsabilité. On espère que ça va changer aussi. Et puis, il y a aussi de plus en plus de femmes qui deviennent leurs propres patrons, qui sont chefs d'entreprise. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de particularités françaises dans ce domaine-là. La première, c'est que ce sont des femmes qui ont plutôt des hauts niveaux de formation. Plus de 70% qui ont des masters, diplômes de grandes écoles, doctorats. Leur profil est assez voisin de celui de leurs collègues masculins. L'âge, c'est 36 ans d'âge moyen, mariés, 2 enfants. Ce sont plutôt des entrepreneuses qui reprennent des entreprises, plutôt qu'elles ne les créent, même si elles en créent beaucoup. Elles reprennent des entreprises, et plus que ce que l'on peut constater dans d'autres pays européens. 35% des mises en activité entrepreneuriale des femmes sont des reprises d'entreprises, alors que c'est à peine la moitié au Royaume-Uni, en Allemagne. Et comme les entrepreneurs masculins, elles apportent des fonds propres, sur leurs deniers personnels, et aussi font recours aux emprunts bancaires pour plus de la moitié d'entre elles. Donc c'est finalement un profil assez traditionnel d'entrepreneurs, jeunes, actifs, ambitieux. Et la spécificité en France, c'est qu'il y a des réseaux d'accompagnement qui sont actifs. Et ces réseaux contribuent bien sûr à leur parcours. Oui, on a reçu ici il y a quelques temps Bouge ta boîte. Tout à fait. Il y a d'autres réseaux, il y a les femmes chefs d'entreprise, il y a un réseau spécifiquement rhône-alpin, les entrepreneuses en Rhône-Alpes. Il y a bien sûr tous les réseaux mixtes, le réseau Entreprendre, le réseau France Active, France Initiative. Donc il y a un processus d'accompagnement en France qui est assez intense et assez dense pour accompagner les femmes dans la reprise ou dans la création d'entreprises. L'autre levier, c'est bien sûr l'accès, notamment des femmes aux professions dites techniques, donc les formations d'ingénieurs, où on a aussi une carence globalement d'ingénieurs en France, mais d'ingénieureux. L'évolution est lente. Aujourd'hui, il y a un tiers des étudiants ingénieurs qui sont des ingénieureux, des femmes,
et que 26% des femmes ou des jeunes femmes qui sont en école, en classe préparatoire. Donc le processus est en train de se faire, mais il faut continuer, il ne faut surtout pas relâcher les efforts. Et ces moments d'échange en font partie, je crois. Et puis dernier point, Alain, il y a aussi de plus en plus de femmes qui sont sur le devant de la scène dans des grandes institutions internationales. Oui, alors dans le domaine de l'économie notamment, et c'est assez remarquable, j'ai identifié un certain nombre de femmes qui ont des rôles absolument majeurs dans l'économie et dans la finance internationale. On va pouvoir citer la Nigérienne Onkoyo Iweala, qui est patronne de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC. Excusez du peu. Kristalina Georgieva, qui est patronne du Fonds monétaire international, qui est bulgare de nationalité. La cubaine Carmen Reinhardt, qui est chef économiste à la Banque mondiale. Bien sûr, on connaît tous Christine Lagarde, qui est patronne de la BCE. Après le FMI. Oui, et qui a joué un rôle déterminant dans la crise que nous traversons, faut le rappeler. Et puis Esther Duflo, française et un peu américaine, qui a été prix Nobel de l'économie en 2019. Donc le chemin est en cours, je crois qu'il ne faut rien lâcher. Et puis, toutes les générations doivent s'y mettre, celles des cadres, mais aussi celles qui ont un peu plus. On y croit. Merci Alain. Pour être optimiste, du coup, on retient 2 chiffres. Les femmes représentent 48% de l'emploi total et 4 créateurs d'entreprises sur 10 sont des femmes. Mais il y a encore des efforts, j'ai bien compris, en matière d'égalité de salaire, avec des disparités de 9% à compétences égales par rapport aux hommes. Sur les hauts cadres dirigeants également. Merci Alain. Le marché de seconde main, parfait exemple de l'économie sociale et solidaire. Acheter une voiture d'occasion, c'est un acte très courant. Eh bien, ça le devient aussi pour les vêtements. Les plateformes Internet fleurissent dans ce domaine et les boutiques de proximité aussi. À Grenoble, Fil tes fringues propose même un principe très original de troc basé sur un abonnement couplé à une monnaie très spécifique. Vous allez comprendre avec ce reportage. Et si on échangeait nos vêtements contre des étoiles ? C'est ce que propose la boutique Fil tes fringues au centre de Grenoble. Ce lieu, qui mêle échange, partage et convivialité, permet à tous de déposer des vêtements et de repartir avec d'autres. Quand vous arrivez à la boutique, moi je donne une valeur en étoiles à vos vêtements pour qu'il y ait une certaine équité dans les échanges, en fait, que quelqu'un qui dépose une petite pièce ne reparte pas avec un gros manteau par exemple. Donc il y a un barème fixe. Une fois que j'ai donné la valeur d'étoiles à vos vêtements, par exemple 30, c'est ce nombre en fait 30 que vous pourrez dépenser en boutique grâce à l'abonnement. La boutique propose 4 abonnements différents allant de 8 à 139 €. Un moyen de lutter contre la fast fashion en valorisant une économie circulaire basée sur la seconde main. Moi j'ai plusieurs types de clientèle, mais la principale, je dirais que c'est ceux qui veulent lutter contre la fast fashion, qui ont accumulé beaucoup de vêtements chez eux, qui ne savent pas quoi en faire et qui du coup viennent se débarrasser de ce qu'ils ne veulent plus, qui va servir à quelqu'un d'autre et du coup arrêter ou en tout cas limiter les achats de neuf pour pouvoir prendre du seconde main. Ici, on ne parle pas d'argent mais d'étoiles, avec des valeurs différentes accordées à chaque type d'habit. Mais alors, comment ça marche si je veux craquer sur ce manteau et refaire ma garde-robe ? Alors en étoile, un manteau, ce sera 3 étoiles. Voilà, il y a le barème fixe qui fait que peu importe le manteau, ce sera toujours 3 étoiles. Si vous venez échanger, du coup, il vous coûtera rien puisque vous payez juste l'abonnement et pas les vêtements que vous prenez pendant l'échange. J'offre aussi la possibilité aux personnes qui viennent juste dans la boutique par hasard de pouvoir acheter comme dans une friperie classique. Mais comme il n'y a pas de prix sur les vêtements, c'est aussi grâce à un abonnement. Donc avec un abonnement à 30 €, vous pouvez récupérer 6 étoiles. Donc par exemple 2 manteaux ou alors 6 t-shirts ou 3 jeans. Après, c'est vous qui faites votre choix. Pulls, vêtements enfants, bijoux ou encore pyjamas, depuis août 2020, les arrivées de vêtements ne s'arrêtent pas. Alors si vous aussi vos placards débordent et vos vêtements sont encore en bon état, n'hésitez pas à faire un tour dans cette enseigne qui mêle mode, économie et écologie. Et vous l'avez compris, chez Estelle, plusieurs abonnements sont proposés pour venir 1 fois, 4 fois ou de manière illimitée. Et pour illustrer cette notion de fast fashion, un chiffre. Chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde. C'est 60% de plus en 15 ans. C'est énorme en termes d'impact, quand on sait par exemple que pour produire 1 kilo de coton, il faut en moyenne 10 mètres cubes d'eau.
Réfléchir aux grands enjeux des entreprises, débattre, faire des propositions, c'est pas toujours évident de prendre ce temps quand on doit gérer le quotidien d'une PME ou d'une ETI. Et c'est encore moins évident quand on a moins de 40 ans et qu'on met toute son énergie dans son métier. Eh bien, c'est pourtant l'objectif du COMEX 40 mis en place par le MEDEF. Romain de Tellier, dirigeant d'Arc Industrie, il est membre de ce COMEX 40, tout comme Bertrand Lourdes. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire connaissance et vous allez nous parler de ce COMEX 40. Romain de Tellier, d'ailleurs on précise, en écho à la chronique d'Alain, que le COMEX 40 est présidé par une femme. Par une femme, 45 personnes, 23 femmes, 22 hommes de toute la France, tous les territoires, puisque on dit comme ça, mais aussi de Guadeloupe. Bon, alors on va donner le nom de cette femme quand même. Paola Fabiani. Et je rajouterais de tout type d'entreprises, de la TPE jusqu'au groupe international, 70 000 salariés, donc de 3 salariés à 70 000 salariés, pour être le plus représentatif possible. Paola Fabiani, qui est la présidente et la fondatrice de Wiscom. Un centre d'appel au centre de Paris. À Paris, voilà, oui. Qui est allé à contre-courant. Qui était une gageure à l'époque où tous les centres d'appel partaient dans d'autres pays. Tout de la poésie, faut le dire. Bon, un mot sur vos parcours. Romain de Tellier, Arc Industrie. Alors, c'est une entreprise du pays voironnais, de Voiron. Une entreprise que vous avez reprise. Elle a été créée il y a 40 ans. Vous aviez 32 ans quand vous avez racheté l'entreprise. Voilà, c'est une PME industrielle qui a décidé de faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Oh là. Et c'est la vision qui a été choisie par les salariés de l'entreprise. Et c'est donc une tôlerie qui s'inscrit dans la supply chain de ses clients, aussi clients grands comptes principalement, pour intégrer depuis la conception jusqu'à bien sûr la fabrication du métier de la tôlerie, mais toute la chaîne de valeur aval jusqu'à la maintenance et l'installation sur site bientôt. Voilà, la supply chain, c'est le fait de mettre le client vraiment au cœur de l'ensemble du processus. Voilà, donc toute la chaîne de valeur. Et puis, avant de mettre le client au centre du processus, puisque cette vision a décidé de mettre l'homme et la femme, bien entendu, mais l'homme au sens large, au cœur de l'entreprise, pour mieux servir, bien sûr, ses clients. Donc ça a été vraiment le cœur du projet managérial, du projet de l'équipe. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'à la fin de l'année, si les choses tournent correctement, on devrait doubler la taille de l'entreprise par croissance externe. Alors oui, vous allez racheter la croissance externe, on rappelle, c'est le rachat d'entreprises déjà existantes. Vous évoquez vos équipes et vos collaborateurs, c'est quoi, une trentaine de personnes, 25 personnes ? Aujourd'hui, on est 25 et par une double acquisition prévue, 2 acquisitions, donc on devrait atteindre la cinquantaine de personnes. Bon, c'est une belle croissance à venir. Quand vous êtes arrivé, la première chose que vous avez faite, vous avez adapté l'outil et vous avez lourdement investi. On a beaucoup investi, effectivement. Peut-être les partenaires bancaires ont trouvé ça lourd. Ça a été, une ambition. Si on veut faire justement cette industrie du futur, ça passe par un certain nombre de machines récentes pour gérer de la donnée, pour gérer du digital, de la numérisation. Donc c'est un des enjeux forts, si on veut, tout en mettant l'homme au cœur de ces projets-là. Donc c'est tout l'enjeu de l'industrie d'une manière générale. On n'est pas les premiers à le faire. Ce qui était intéressant, c'est de le faire dans ce métier traditionnel, qui est la tôlerie industrielle, et qui aujourd'hui se transforme complètement pour devenir un métier assez passionnant, très digital. Une PME voironnaise, donc, mais qui brille à l'étranger, jusqu'à l'étranger, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à Hanoï. Oui, depuis peu, on a eu des très beaux succès commerciaux avec effectivement des livraisons aux États-Unis et un très grand projet de bornes pour entrer dans le métro qui est en cours de construction à Hanoï. Bertrand Lourdes, vous êtes DRH, directeur des ressources humaines dans un groupe lyonnais, un groupe du Rhône, un groupe de construction, le groupe Mazo, C'est ça. Qui est dirigé par une femme aussi d'ailleurs. Exactement. Donc effectivement, ça tombe à point nommé par rapport à la journée de la femme et au sujet d'index d'égalité homme-femme qui était déclarable jusqu'à hier, si mes souvenirs sont bons, pour l'avoir fait, tout simplement.
Et donc, effectivement, le groupe Mazo, c'est un constructeur qui est historiquement lyonnais et basé sur la région rhône-alpine, avec un certain nombre de chantiers sur la région lyonnaise, en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie, qui est historiquement axé sur le gros œuvre et qui s'est développé sous l'impulsion de Cécile Mazo, sa présidente, vers des actions et des constructions en tout corps d'État, entreprise générale, avec de la conception-réalisation, donc de l'appel à concours, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et beaucoup d'autres projets en cours ou en devenir. Et 130 salariés, donc 130 salariés. Un beau groupe. Vous en êtes le DRH. Et alors là, c'est aussi un point commun que vous avez avec Romain, c'est le collaborateur au cœur du dispositif. Oui, effectivement. Moi, ma croyance profonde, et c'est en cela qu'on s'est rejoint assez facilement avec Romain et avec Cécile, ma patronne, c'est qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée, Romain parlait de chaîne de valeur, la chaîne de valeur et la vraie valeur ajoutée d'une entreprise, elle doit être réalisée avec les hommes et les femmes qui la composent et qui contribuent au quotidien à la performance de l'entreprise. Bon, je vais être un peu provoque. Effectivement, dans le discours, c'est très sympa. Mais dans le quotidien, pour un DRH, comment ça se concrétise ? Alors, dans le quotidien, comment ça se concrétise ? Dans le quotidien, ça se concrétise par un accompagnement managérial. Moi, je crois profondément au management intermédiaire, parce qu'il y a la volonté de la direction, il y a la volonté de la base. Alors, quand on a des partenaires sociaux, ils nous l'expriment. Quand on n'en a pas, c'est des salariés directement. Et puis, on a le corps intermédiaire. Le management intermédiaire doit être sensibilisé, doit être coaché pour pouvoir accompagner les objectifs de l'entreprise en fixant des objectifs collectifs et individuels à chaque homme et à chaque femme qui compose son équipe pour qu'ils puissent les réussir, mais aussi s'épanouir. C'est hyper important. Moi, j'ai un adage, c'est on m'implique, je m'applique, on m'impose, je m'oppose. Donc, je préfère impliquer. C'est joli, effectivement. Alors, tous les deux, Romain, Bertrand, vous avez un point commun. Vous avez moins de 40 ans et vous faites donc partie de ce fameux COMEX 40. Vous en êtes même vice-président, Romain, membre du bureau pour vous, Bertrand. Qu'est-ce que c'est que ce COMEX 40 du MEDEF, l'organisation patronale ? Alors, le COMEX 40, il a été créé début 2019 à l'initiative de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, et de son vice-président Fabrice Le Sachet. C'est un organe de prospective, de réflexion, de proposition qui s'auto-saisit ou qui est saisi par le président du MEDEF pour apporter un regard par ces dirigeants d'une quarantaine d'années, entre 32 et 43. On a un peu triché, je crois que notre plus ancienne personne a autour de 43 ans. Cette génération qui a des chances de prendre les commandes demain des organes de direction économique peut apporter un regard un peu différent. Donc l'idée, c'est de faire des propositions concrètes, le plus concrètes possible, et d'avoir, si possible, un temps d'avance. Donc on a la chance d'avoir un président et son bureau très à l'écoute des propositions qui sont émises, et ça a été le cas notamment pendant la crise, au cœur de la crise, où par des outils beaucoup plus digitaux peut-être, on était peut-être plus à l'aise. Il y a eu des propositions très rapides qui ont été prises par le COMEX du MEDEF. Et je pense que Bertrand, tu peux peut-être nous en Donc parler. un regard neuf, j'entends bien, la préparation de la génération qui demain peut-être prendra les commandes. Sur quel sujet vous réfléchissez ? Alors, par exemple, pendant la crise, on travaille sur un certain nombre de sujets, comme l'expliquait Romain, des enjeux sociaux et sociétaux, avec des réflexions à moyen long terme, mais aussi avec des autosaisies sur des sujets pratico-pratiques du moment. Donc pendant la crise et pendant la première crise sanitaire, on a tout de suite porté une réflexion et un partage d'expériences sur les nouveaux modes de travail, tout simplement. On parlait beaucoup de télétravail, qui était plus du travail à domicile imposé que du vrai télétravail, mais en tout cas, les nouveaux modes de travail. Et puis, sur les impacts
malheureux qu'il y aura peut-être demain, compte tenu de cette crise sanitaire, économique et psychologique, qui sont les transitions professionnelles, les reconversions professionnelles, par rapport à des réflexions individuelles qui sont menées par certaines personnes, mais aussi malheureusement par rapport à des restructurations que certains groupes ont déjà annoncées. L'objectif, c'est, sur ces questions précises, de sortir des sentiers battus, c'est ça? Sortir des sentiers battus et proposer des solutions pratico-pratiques, rapides à mettre en œuvre et efficaces. Et donc, typiquement, le COMEX 40 au niveau national s'était regroupé sous forme de visioconférence plusieurs dimanches matins, parce qu'on fait ça en dehors de nos activités professionnelles, comme vous l'aurez compris, pour faire des propositions qui ont été portées par Geoffroy Roux de Bézieux et proposées au gouvernement. Donc, sur les 20 propositions du MEDEF au gouvernement, 4 étaient issues du COMEX 40 sur la transition professionnelle et notamment sur la simplification d'une transition professionnelle réussie et accompagnée. Oui, l'objectif, c'est aussi effectivement de guider, de donner des idées pour guider les politiques publiques. Flécher les politiques publiques, les entreprises et les salariés. Bon, l'objectif de ce COMEX 40, c'était aussi qu'il soit le plus représentatif possible. Alors, on a évoqué effectivement combien vous m'avez dit, 24 et 23 hommes et femmes, c'est ça 23 femmes, 22 hommes, mais c'est aussi tout type d'entreprise, tout secteur d'activité, c'est le plus représentatif possible. Tout à fait, on va de la start-up mono-personnel au groupe industriel de 70 000 salariés, de services d'ailleurs, c'est un groupe de services. On a de la métallurgie, on a de la banque, on a de l'environnement, du BTP. On a vraiment, il y a une volonté de représenter les branches économiques françaises et les territoires de vraiment toute la France. Donc on n'a finalement pas de majorité de Parisiens. Et ça, c'est intéressant. Et l'Isère est en force. Et l'Isère est en force avec nous deux. On a beaucoup de chance d'y être tous les deux. On a la particularité d'être deux. Ouais, voilà, je crois qu'on est le département le plus représenté. C'est un COMEX qui va travailler aussi à l'étranger. J'ai cru comprendre que vous étiez allé aussi en Corée du Sud pour voir un peu comment ça se passait. Voilà, il y a ces réflexions économiques, mais effectivement aussi l'objectif, c'est de découvrir plus largement. Donc via MEDEF International, il y a eu un voyage prévu. Il devait y en avoir d'autres, mais 2020 est passé par là. Et puis, il y a aussi des échanges avec les politiques, ce qui nous permet de bien comprendre les enjeux aussi qu'on peut vivre, parce qu'on n'est pas tous formés aux sciences politiques. Et donc, on découvre aussi comment s'emparer des sujets économiques au niveau politique. C'est le COMEX 40 du MEDEF qu'on voulait vous présenter. Romain de Tellier, Bertrand Lourdez, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Merci d'être venu témoigner. Dans un instant, nous passerons à table en poussant les portes du Fantin-Latour à Grenoble. Le chef de ce prestigieux restaurant vient de décrocher sa première étoile au Michelin. Une formidable distinction, mais elle arrive dans un contexte bien particulier qui, là encore, a nécessité beaucoup d'agilité et d'adaptation. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, notre consultant. Dans un instant, c'est nous qui cuisinons un chef, celui du Fantin-Latour à Grenoble. Il a enfin obtenu sa précieuse étoile au guide Michelin. Mais ça n'est pas la première pour lui, pour Stéphane Froidevaux, qui avait déjà connu une étoile. On en parle dans un instant avec lui. Avant cela, vous le savez, il y a la traditionnelle question de l'internaute dans Classe Affaires. Vous pouvez envoyer vos questions à Alain qui y répond. Cette semaine, une question de Vincent qui veut savoir en quoi consistent les prêts participatifs qui sont prévus dans le cadre du plan de relance. Oui, alors tout d'abord un peu revenir sur les éléments de contexte. Beaucoup d'entreprises, de secteurs d'activité ont eu des pertes de chiffre d'affaires massives liées à la crise du Covid. Il y en aura encore d'ailleurs, on peut penser bien sûr au secteur de la montagne, mais plein d'autres secteurs. Et donc, il y a toute une série de dispositifs qui étaient déployés par l'État. Des reports de charges sociales, des reports de charges fiscales. Les banques ont reporté des échéances de prêts, était mis en place le prêt garanti par l'État qui était largement soutenu par le système bancaire français, puisqu'il y a plus de 100 milliards de PGE qui ont été déployés. Mais les prêts ne remplacent pas le chiffre d'affaires. Donc il va falloir à la fois rembourser ces prêts dans la mesure du possible,
rembourser aussi certainement les dettes fiscales et sociales, voilà, dont on verra le sort, mais aussi faire redémarrer les entreprises en leur apportant des capitaux durables. Pour apporter des capitaux durables, il faut soit des fonds propres, mais aujourd'hui les entreprises ont souvent un peu mordu sur leurs fonds propres, soit d'autres instruments. Et le prêt participatif fait partie des instruments. Le prêt participatif, c'est un prêt hybride qui est à la fois des fonds propres, mais en même temps qui est un prêt qui se rembourse. Donc en fait, dans l'ordre d'appel des créanciers en cas de problème, c'est juste avant les fonds propres. Et donc l'État a imaginé un dispositif de l'ordre de 20 milliards d'euros qui permettrait à des investisseurs, peut-être des compagnies d'assurance, peut-être des banques, d'accorder des prêts participatifs avec la garantie de l'État pour accompagner la reprise des entreprises, et ces prêts auraient une durée de 8 à 10 ans. Aujourd'hui, le dispositif est presque calé. Ce qui se dit, c'est qu'on attend une validation des autorités européennes, de Bruxelles, notamment sur le niveau de garantie de l'État qui pourrait être de l'ordre de 33%. Voilà. Donc on aura un système qui serait garanti par l'État, pas totalement, qui permettrait à des investisseurs de prendre une part de risque, puisque ces prêts seraient forcément plus chers en termes de taux que les prêts bancaires habituels, puisqu'on sera entre 4 et 5%, mais qui apporterait aux entreprises des fonds propres, sans pour autant diluer pour l'entrepreneur, l'actionnaire, les actionnaires, leur participation au capital de l'entreprise. Donc c'est un dispositif assez intelligent qui permettrait finalement d'avoir du temps pour relancer l'activité et permettre d'assainir finalement de façon apaisée la situation des entreprises qui ont subi de plein fouet la crise du Covid. Quand vous dites entreprise, PME aussi. PME, ETI, entreprises professionnelles, enfin on est sur un spectre extrêmement large. L'idée étant de donner les moyens aux secteurs d'activité les plus touchés, tous les secteurs ne sont pas touchés, heureusement, de redémarrer de façon sereine. Voilà pour ces prêts participatifs. Merci Alain. Si vous aussi vous voulez poser une question sur une notion économique, sur un mécanisme financier, n'hésitez pas, envoyez vos questions. classeaffaires@telegrenoble.net, c'est l'adresse. En plein cœur de Grenoble, dans un bel hôtel particulier du 19e siècle, le Fantin-Latour attendait patiemment une précieuse distinction. Eh bien, elle est arrivée avec l'édition 2021. Le restaurant de Stéphane Froidevaux a décroché sa première étoile au guide Michelin. Cela faisait plusieurs décennies que Grenoble était privé de cet honneur, saluant une cuisine d'une grande finesse qui vaut l'étape. C'est la définition du Michelin. C'est ce que dit le petit livre rouge. Avec nous pour se mettre à table, Stéphane Froidevaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et félicitations. Merci. Donc c'est arrivé en début d'année 2021, cette première étoile. Ça faisait 32 ans que Grenoble n'avait plus de restaurant étoilé. C'est exact, ça faisait 32 ans, c'est éternel. Bon, vous êtes remis de la bonne nouvelle, ça y est? On a profité, on a savouré, et, on a partagé aussi nos émotions. Ouais. Et puis voilà, c'est reparti. Bon, il a fallu être patient à Grenoble. Autant c'était allé très très vite à Serre-Chevalier, autant là, il a fallu attendre. Ouais, c'est vrai qu'à Serre-Chevalier, j'étais l'enfant du pays, donc ça a été très vite. À Grenoble, il nous a fallu quelques années pour comprendre la ville, pour être accepté, on était dans une grande ville, donc rien à voir avec la montagne. Et puis petit à petit, on s'est adapté, on a écouté, on s'est remis en question. Et puis, on a progressé. On a été persévérant. Ça, c'est la persévérance. Alors, on évoque Serre-Chevalier, c'était l'antidote à Monétier-les-Bains, précisément. Vous aviez déjà, à l'époque, décroché une première étoile. Un mot sur votre parcours, fils d'agriculteur, né à Montbéliard. Dès l'âge de 5 ans, vous savez que vous seriez cuisinier. Exactement, parce que ma mère cuisinait tous les matins à 5 heures. Et en fait, tous les jours, j'étais baigné dans les odeurs du pot-au-feu, des blanquettes, des desserts, du sucré. Et du coup, depuis l'âge de 5 ans, je sais exactement que c'est ce métier-là que je vais faire. C'est un métier de passion. Encore aujourd'hui, c'est vraiment ma passion. Et j'y suis tous les jours. Et dès l'âge de 15 ans, vous êtes entré en apprentissage. Alors, c'est un message qu'on envoie aussi aux jeunes apprentis, à 15 ans. J'ai démarré par un apprentissage à 15 ans, qui a duré à peu près 4 ans. Et puis ensuite, j'ai eu une opportunité pour travailler à Paris. Et j'ai tout arrêté pour tout de suite partir à Paris. Et puis voilà, la grande aventure, c'était parti. Paris, c'était le Crillon, c'est ça? C'était le Crillon dans un premier temps. Ensuite, le service militaire. Et puis, j'ai intégré les cuisines de Monsieur Vera à Annecy, où je suis resté 9 ans. Ouais, alors à Paris, c'était Christian Constant. Et puis après, Marc Vera à Annecy. Bon, sur un CV, c'est plutôt pas mal. Dans un parcours, c'est plutôt pas mal. Des très très belles maisons, des belles personnes
avec beaucoup de charisme, où j'ai vraiment pu travailler le goût. Des vraies signatures aussi, hein. Marc Vera, c'est aussi une vraie signatures. signature. Aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi votre spécificité. Hein. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivé chez Vera, cette cuisine autour de la montagne, la nature, je la connaissais parce que je la pratiquais avec mes parents. Donc pour moi, j'étais dans un milieu où j'étais à l'aise. Et il l'a tout de suite remarqué. Alors la bonne nouvelle de cette étoile au guide Michelin, elle est arrivée, je le disais, en début de l'année 2021. Elle a sonné comme un encouragement, hein, pour vous, évidemment, pour toute votre équipe aussi, on va le voir dans ce reportage, dans une conjoncture aussi bien particulière. Regardez. Pas besoin de monter au sommet pour obtenir sa première étoile, ou plutôt si au sommet de la gastronomie française, Stéphane Froidevaux y est parvenu à force de persévérance et de créativité. Ça fait 14 ans qu'on est là, c'est une très très belle récompense. Et puis ça récompense le travail, l'exigence, le sérieux, la rigueur, la discipline, la créativité, l'amour du métier. Et c'est bien, c'est beau, je dirais. Et puis ça motive, ça donne envie d'aller plus loin. Après 32 ans sans restaurant étoilé, Grenoble brille enfin au Michelin et cela fait plaisir à tout le monde en cuisine. C'est vraiment bien pour moi personnel et pour les restaurants. En ce moment, je travaille dans un restaurant 1 étoilé. C'est incroyable pour moi. Bien sûr, c'est quelque chose d'exceptionnel. Par contre, pour nous, on a toujours travaillé au même niveau. L'excellence et la demande du chef, c'est toujours la même si année après année, on n'avait pas l'étoile. Il y avait toujours la recherche de mieux faire. Fini de chercher, cette fois ils ont trouvé leur bonne étoile. Et la recette est simple, des parfums de montagne, des produits locaux, une cuisine gourmande et beaucoup de plaisir. La cuisine, c'est une passion qui a démarré à l'âge de 5 ans. Depuis tout petit, je sais que je vais faire ce métier-là, parce que pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Ancien disciple de Marc Vera, Stéphane Froidevaux a travaillé pendant 2 ans à Serre-Chevalier avant de rejoindre la capitale des Alpes et d'y apporter son talent et ses saveurs. Chaque légume a besoin d'une méthode très précise pour le sublimer, une cuisson particulière, une approche. Je vais aller chercher vraiment une idée, une façon de le cuire qui va vraiment le sublimer. Et même si le confinement est passé par là, il a su s'adapter en proposant de la vente à emporter. Là, on prépare le menu du jour. Chaque semaine, il propose un menu surprise et un menu gastronomique différent, avec toujours des plats à la carte. Là, ce midi, on a un velouté potimarron avec le petit chutney. Ici, on a un pot-au-feu crémé parfumé à l'orange. Et pour finir, on a ce très joli dessert, un dôme glacé fruits exotiques bavaroise vanille, avec une gelée de lavande rose. C'est pas appétissant, ça? Grâce à la vente à emporter, Stéphane réalise 50% de son chiffre d'affaires habituel et peut surtout continuer de peaufiner sa cuisine étoilée. Un mot, Stéphane Froidevaux, sur cette conjoncture un peu particulière. Vous réussissez quand même à tirer votre épingle du jeu. On le voit, vous avez développé des activités que vous n'aviez pas l'habitude de faire. En fait, ce qui est important, c'est que dans une situation qui est nouvelle, c'est d'être capable de réagir très très vite et de vite apporter un fonctionnement qui va être intéressant, où on va pouvoir s'en sortir économiquement et qu'on va quand même trouver du plaisir. Donc on a tout de suite, au bout de 15 jours, on a mis en place la vente emportée. Dans un premier temps, on a fait une formule du jour qui a très bien fonctionné. Dans un second temps, on a fait une formule pique-nique à emporter pour l'été. Ensuite, on a ouvert une boutique en ligne. À la fin de l'été, on a mis le menu gastronomique en place. Et puis cet automne, on a mis une carte cocktail avec 20 pièces salées au choix à proposer. Et puis en début d'hiver, on a travaillé sur les vins, où on a mis à peu près 150 références à disponibilité. Donc nouvelle carte, nouvelle organisation aussi en face, j'imagine. C'est une organisation qui est complètement différente, parce qu'on commence le matin, c'est 6h. Eh oui. Et en fait, on va dire qu'on finit à 13h30, 14h. Après, on mange dans le jardin. Mais on a changé complètement notre fonctionnement. Ouais. Alors vous ne connaissiez pas Grenoble quand vous êtes arrivé ici il y a 14 ans, en 2007, donc c'est une belle récompense pour vous, pour votre épouse Léa qui vous accompagne et qui est à vos côtés d'ailleurs au restaurant. Oui, c'est une affaire qu'on a créée tous les deux avec Léa. Et c'est vrai que quand on est arrivé, on ne connaissait pas du tout Grenoble. C'était une surprise. Ça a été le coup de cœur pour ce très bel endroit, cet hôtel particulier du 19e siècle, avec ses salons, avec son jardin. C'est vrai que c'est un endroit qui est absolument sublime. Et puis moi j'ai un frère qui est paysagiste. Donc chaque année, il y a une jolie enveloppe, je dirais, pour faire évoluer le jardin, pour le rendre encore plus bucolique. Je voulais que ça ressemble un petit peu à
le jardin qu'il y avait chez mes parents quand j'étais tout petit, avec des balançoires, des animaux, des poules, des abeilles, des hôtels à insectes. Et en fait, les gens, c'est un havre de paix. Et les gens se sentent très très bien dans ce jardin. La vie du guide Michelin, c'est une sincérité à toute épreuve, un travail soigné, goûteux, créatif, sans être débridé, qui porte toujours la marque de la proximité avec la nature. C'est quoi être créatif sans être débridé ? Eh bien, en fait, être créatif, je crois que pour moi, c'est être dans un univers où on sait exactement ce qu'on a envie de faire, où on veut aller. Et on peut être, à un moment donné, attiré par un produit, à une saison, à un moment donné dans la vie. Et ce produit-là, le décliner ou le travailler pour le sublimer. Et en fait, on est vraiment dans un univers où on est tout seul, on est ancré dedans et on sait exactement ce qu'on veut faire, où on veut aller. Et chaque année, la direction qu'on veut prendre. Ce qui est un peu magique quand on est de l'extérieur, c'est de savoir qu'avec finalement des ingrédients qu'on a tous, vous réussissez à faire des mariages qui sont nouveaux, à innover. On parle souvent dans cette émission d'innovation, et vous innovez en matière d'art culinaire. Je dirais qu'en fait, les produits sont autour de nous. Quand vous faites le marché le matin, quand vous allez voir un petit producteur localement, tout est devant vous. Après, il faut savoir comprendre comment est structuré un produit, comment il réagit à la cuisson, comment on peut le sublimer. On peut faire des associations par les formes, par les couleurs. Donc, il y a des codes qu'on connaît aussi, hein, donc, qui se vérifient. Donc, ce n'est pas une surprise. Bon, c'est toujours un peu magique pour nous. Hein. Si pour vous, ça paraît évident, mais c'est ce qui nous fait rêver aussi. Hein. Un mot sur... le business model, pour parler un peu économie, le guide Michelin, c'est effectivement une sacrée distinction, mais c'est aussi, certains chefs le disent, une pression, une exigence supplémentaire. Vous le vivez comme ça ? Alors moi, très personnellement, je ne vis pas du tout comme ça. Depuis 14 ans, il y a toujours cette volonté de mieux faire, de progresser, d'avancer sur les points où on n'est pas très bon. Et puis cette volonté aussi de faire des jolies choses, de rendre le lieu magnifique, d'améliorer les conditions de travail. Enfin, il y a plein de thèmes chaque année où j'ai envie d'avancer. Et c'est peut-être lié aussi au Michelin. Hein. Mais je dirais qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus l'âge de me mettre la pression. J'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais. J'ai envie de prendre du plaisir de travailler avec mes équipes et de rendre mes clients heureux. Donc il n'y a pas le stress de garder cette première étoile ou d'atteindre la seconde, c'est pas un stress? Non, j'ai pas envie de me mettre la pression pour ça. J'aime profondément ce que je fais. J'y suis 6 jours, voire 7 jours en cuisine. Et c'est un énorme plaisir, je veux dire. Et j'ai envie de donner du plaisir, j'ai envie de sublimer mes plats, de comprendre davantage ce que je fais et comment je peux améliorer ce que je fais chaque jour. C'est ça le plaisir. Parlons un peu d'argent. On dit que le Michelin stimule aussi, les étoiles stimulent aussi le chiffre d'affaires. On dit que la progression du chiffre d'affaires est de 80% au cours des 3 années qui suivent la première étoile. Alors, c'est prometteur. On va parler un peu d'argent. On va tout de suite rassurer tous les Grenoblois parce que 9 messages sur 10, c'était de dire qu'est-ce qui va se passer maintenant, vous allez augmenter. Donc je tiens à rassurer tout le monde. On peut continuer à aller on va pas augmenter les prix. Je veux dire, on a un système qui fonctionne très très bien parce qu'on a le bistrot le midi, on a le gastro le soir, on a du séminaire, on fait quand même pas mal d'événements. Aujourd'hui, on est quand même déjà complet midi et soir, 6 jours sur 7 toute l'année. Et on va continuer dans cette dynamique et on continue à bien travailler et à progresser. Belle entreprise et puis un beau label. Hein. Super réussite. Ouais, label prestigieux. C'est vrai que c'est de la magie quand on n'est pas de votre métier, c'est superbe. Moi, il y a 2 personnes pour moi qui sont très importantes, qui me donnent toujours la bonne direction. Pour moi, c'est le comptable et le banquier, à la lecture du bilan. On n'a pas parlé de votre équipe. Combien de personnes dans votre équipe? Aujourd'hui, on est 24. Ah oui, c'est une sacrée entreprise. Oui, on a démarré, on était 9 il y a 14 ans. Aujourd'hui, on est 24 et on continue à se structurer. On va un petit peu s'agrandir pour améliorer les conditions du personnel en termes de réfectoire, etc. Stéphane Froidevaux, merci beaucoup d'être venu nous voir. Félicitations à vous et à toute votre équipe pour cette épreuve. Merci. Merci Alain, on se retrouve le mois prochain. Classe à faire, à voir et à revoir sur le site internet télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en classe à faire dans le club de l'économie en Isère.
C'était Classe Affaires avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.